Olivier, je vais te passer le micro pour que tu présentes voilà, ce qui s'est passé dans ce comité de lecture. Donc on a lu les 50 pages, enfin on a essayé de le lire, et d'ailleurs je vous ai encouragé à le lire vous-même, parce que c'est vraiment très riche, et ça nous a apporté beaucoup précédemment. Le principe est, donc une fois pendant la lecture, donc chacun de son côté, en amont de cette rencontre qu'on a faite la semaine dernière, on était tenu de noter des éléments qui nous disaient quelque chose, qui résonnaient, et donc on préparait ça sur des post-it. Le jour arrivé, donc chacun colle les post-it, explique. Voilà, moi j'ai pensé à ça, disruption, ça me dit ça, ça me donne cette idée-là. Et une fois que tout le monde avait posé ses post-it, donc on est arrivé sur un nuage de feuilles de couleur. On a fait un travail tout ça ensemble, hein, notre petite équipe là. On a regroupé par nuage. On a dit ok, bah ça, là, il y a une cohérence entre celui-ci. Il y a une grande famille de post-it, donc ça permettait d'établir des familles. Et le but du jeu à la fin, c'était de dire on a 3 tables à animer. Comment on fait pour faire émerger des questions puissantes autour de ces thèmes. Et l'idée qui nous est venue, c'est de se dire, eh bien, plutôt que de se contenter de prendre un gros nuage de post-it, une grosse famille, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire en faisant des liens entre ces différentes familles? C'est-à-dire, tiens, je vais prendre la famille digitale et la famille tendance marché ou naval. Tiens, est-ce que j'ai pas une question qui peut faire émerger de ces deux nuages qui pourraient être inspirantes pour aujourd'hui? Donc les questions sur lesquelles on va vous challenger aujourd'hui, on va se challenger, sont issues de ce travail un peu de liaison entre différentes idées. Et donc, on va donner la parole aux 3 pilotes par table, sachant que le pilote va tourner ensuite à chaque round. Mathieu, tu es en charge de la question 1. Alors, entreprise, travail, valeur, quelles interactions? Et on s'est beaucoup posé la question sur comment formuler cette question. D'ailleurs, est-ce qu'on met valeur avec un S? Est-ce qu'on met valeur sans S? La valeur du travail, les valeurs du salarié dans l'entreprise, enfin les valeurs qui sont importantes pour le salarié. Donc on a un peu mélangé tout ça en se disant finalement, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit apporter au salarié? Qu'est-ce que le salarié va y chercher? Un travail, bien sûr. Donc, le travail, finalement, quelle est la valeur du travail? Quelles sont les autres valeurs que le salarié peut attendre de l'entreprise? Des valeurs personnelles, des valeurs liées à l'environnement, etc., etc. Donc là, on a fait le lien un peu entre la dernière partie, ce qu'on vient de voir tout à la fin, ce qu'il y avait au début sur l'environnement, le social, etc. Voilà, la suite, c'est à nous de l'écrire. Donc cette table, la table 1, sera animée par Valérie, ici, et puis Aurore. Voilà. Ils ne sont pas punis, hein, faut pas croire. Ensuite, Hervé, si tu veux bien présenter la deuxième question, table 2. J'ai pris des notes. Voilà, j'ai fait mon anti-sèche. Le digital, sujet dont on parle beaucoup, qui est au fil des post-it qui étaient disséminés sur tout le tableau, de droite à gauche, avec des aspects positifs, des questions, tout un tas de choses qui se sont naturellement regroupées autour de plein de thèmes. C'est ces thèmes cachés, cette envie ou pas envie d'aller vers du digital obligatoire, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment? Les thèmes qui sont sortis, c'est les thèmes d'usage du digital, facturation à l'usage, valeur à l'usage, choses comme ça. Les bugs du digital, ouais, ça marche toujours, mais il faut toujours 2 heures pour le faire marcher. Les pertes liées au digital, perte de compétences, perte de jugeote, perte de maîtrise, perte de contenu. Digital, on n'est pas loin de l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle? On pense tous aux véhicules, mais il y en a plein d'autres partout dans nos entreprises. Et puis, dans notre flux de valeur ajoutée inter-entreprise, on a des donneurs d'ordre, on a des sous-traitants. Est-ce que le digital apporte? Est-ce qu'il enlève? Voilà, quelques-unes des questions qui sont apparues
Ça, c'est un échantillon de l'extrait de la lecture. Et je pense qu'autour des tables, on va en trouver plein d'autres et plein d'autres interactions. Je compte sur vous. Et la troisième question, c'est Vincent qui sera le pilote. La question à laquelle on a à répondre, c'est quels sont mes territoires, quels sont mes terrains de jeu. Alors mes territoires, on a parlé un peu French Fab, French Tech, mais pour ceux qui font l'export, c'est peut-être un peu plus grand le territoire. Et mes terrains de jeu, on a pensé aussi au marché actuel, nouveau, quelle place prendre. Voilà. Donc on rappelle la question. Donc la question du premier groupe, 3 mots-clés, entreprise, valeur, travail, quelles interactions? Non, j'y vais. Alors je vais commencer par faire ressortir des idées principales et puis ensuite on va demander à 3 personnes de venir témoigner pour venir nous expliquer comment ça s'est passé dans leur entreprise. On commence avec l'entreprise. Alors l'entreprise, il y a une vision normalement qui doit être partagée par tous, une vision, une stratégie qui devrait être connue. Et justement, il y a un vrai enjeu sur partager cette vision, partager cette stratégie, communiquer dessus au sein de l'entreprise pour que tout le monde puisse se l'approprier, tout le monde puisse trouver sa place dans l'entreprise et quelque part commencer à avoir du sens dans son travail. Donc, il ne s'agit pas juste de faire son travail, il s'agit de faire son travail dans le cadre d'un contexte qui s'inscrit dans une stratégie, qui s'inscrit dans une vision. Donc tout ça nous amène à faire le lien avec les valeurs de l'entreprise. D'ailleurs, quand on parle de valeurs, est-ce qu'on parle des valeurs de l'entreprise? Est-ce qu'on parle des valeurs individuelles? Et justement, il faut parler des deux. Puisque chacun arrive avec ses propres valeurs. Forcément, dans une entreprise, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Mais un des exercices, c'est d'arriver à définir quelles sont les valeurs de l'entreprise. Alors, pour avoir des valeurs dans une entreprise, il faut commencer par les définir. Alors, qui les définit? Comment on les définit? Et c'est là où on voulait faire intervenir Christophe, c'est ça? Christophe Galin. Voilà. Et, Christophe, pour nous partager un peu comment est-ce que dans ton entreprise, les valeurs ont-elles été définies et par qui? Alors, je vais essayer d'être rapide. On fait un travail dans notre entreprise chez l'ACME qui a 60 ans, qui est confronté à l'évolution du marché comme vous tous, l'arrivée des jeunes, une population dont certains ont 40 ans de boîte, 30 ans de boîte, 20 ans de boîte, puis il y a les 20-25 ans qui arrivent, ça perturbe tout ça un peu. Et donc on est en train de faire un travail pour réinstaurer un esprit de cohésion dans l'entreprise. Et on voulait attaquer ça au départ avec l'équipe de direction sur définissons les valeurs. Et après, on trouvera le chemin de la cohésion. Et en fait, au bout de 6 mois de réflexion, on a fait l'inverse. On a pris le chemin de la cohésion par le biais de groupes de travail, de petits séminaires où toute l'entreprise, en un an, à laquelle tous les services ont participé. Et on souhaite, parce que ce n'est pas encore écrit, mais on souhaite qu'à travers ce travail de connaissance des gens, de remettre les gens au travail ensemble, on revienne sur les fondamentaux de l'entreprise avec l'analyse de sa culture et l'identification des valeurs. Et en fait, on suppose qu'en partant du bas et en remontant, l'adhésion aux valeurs que l'on va définir ensemble sera plus efficace. J'aime pas le terme efficace dans ce contexte-là, mais apportera plus dans la démarche, sachant que dans une société qui a 60 ans d'existence, il y a des éléments fondamentaux de sa culture, et que le but est de s'asseoir sur ces éléments fondamentaux qui ont fait la culture de l'entreprise pendant 60 ans, et d'y rajouter des nouvelles valeurs qui sont liées à la dynamique de nos marchés et à la dynamique de ce que peuvent apporter les nouvelles générations dans l'entreprise. Donc on en est à la fin de cette étape 1 qui est retrouver la cohésion, avant d'attaquer la deuxième étape qui est quelles sont les valeurs de l'entreprise, que ce soit celles qui ont fait l'entreprise et celles dont l'entreprise va avoir besoin pour les 60 prochaines années. Voilà. Merci Christophe. Donc on comprend les valeurs qui définissent la culture de l'entreprise.
La culture, c'est intrinsèque, mais c'est quand même bien d'essayer de le formaliser. Et pour arriver à le formaliser, il y a une première approche qui était une approche plutôt top-down. Ça vient du comité de direction. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ça serait bien de faire participer tout le monde. Tout le monde participe à la culture de l'entreprise. Tout le monde doit participer à définir les valeurs. Donc, dans un deuxième temps, une approche plus bottom-up. Je sais pas si c'était pas ça. Si, c'est ça. Mais c'est juste un commentaire. Il y a beaucoup de communication institutionnelle des grandes entreprises qui disent, je vais citer des noms, mais ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est pas dirigé contre. Une entreprise Total va dire les valeurs de Total, c'est, et donc c'est communiqué, c'est placardé, c'est affiché dans les rapports annuels, etc. On veut éviter ça et on veut vraiment utiliser les valeurs comme un élément qui va permettre d'animer l'entreprise. Sachant qu'au bout du compte, les valeurs amèneront un certain nombre de processus parce qu'il faudra que les valeurs soient appliquées. Et les valeurs qui s'appliquent, c'est-à-dire que du directeur général au balayeur, il faudra pouvoir les appliquer. Et il faudra qu'un salarié de l'entreprise puisse dire, à un moment, le but c'est ça, le but ultime c'est ça, d'ici 1 an ou 2, qu'un salarié de l'entreprise dire « mais je ne comprends pas Christophe, ça ne correspond pas aux valeurs qu'on a définies ensemble. Tu es hors valeur ». Et que moi je puisse dire la même chose à un salarié en disant rappelle-toi, tu es hors valeur, reviens sur les fondamentaux de l'entreprise, dans un sens ou dans un autre. Merci Christophe pour la précision. Donc les valeurs, ce n'est pas juste un projet de direction, c'est bien quelque chose qui implique tous les salariés. Donc quand on parle de vécu de salarié, on parle de donner du sens à toutes les personnes qui constituent l'entreprise. Et je voulais appeler une deuxième personne, Thierry Ferchaud, pour nous faire partager son témoignage. Comment ça s'est passé dans ton entreprise? Alors nous, on avait un projet d'entreprise qui a duré 2 ans et dans le projet d'entreprise, il y avait une notion d'écrire les valeurs parce qu'elles n'existaient pas. Donc c'est un groupe de salariés, donc non cadre, qui a défini les valeurs, qui a mis des mots, qui a mis des définitions et qui a été validé par l'ensemble du personnel. Ensuite, si le personnel était d'accord sur ces valeurs-là, dont j'ai fait partie, c'est-à-dire j'ai été interrogé moi-même comme les autres. Et donc, AMPH est une entreprise vraie, donc qui veut dire volontaire, respectueuse, agile, intelligente et esprit d'équipe. Et donc maintenant, lorsqu'on fait un entretien d'embauche ou un entretien de rencontre, on aborde ces valeurs. Et ces valeurs aujourd'hui sont aussi le support de l'entretien annuel qui est fait par chaque salarié. Donc il donne une notion d'accord sur les valeurs et de savoir où on se situe sur les valeurs. Donc est-ce qu'on les applique, on ne les applique pas, est-ce qu'on a un pouvoir de progression ou un devoir de progression sur ces valeurs-là. Donc voilà comment on les a déclinées aujourd'hui. Donc les valeurs, c'est vraiment un socle pour l'entreprise, c'est vraiment un fil conducteur qu'on peut retrouver après à tous les niveaux, y compris au niveau des entretiens individuels. Et d'ailleurs, dans la discussion qu'on a eue, on avait 3 mots-clés, entreprise, travail, valeur. Celui qui ressortait le plus, dans le plus de post-it, c'était bien le mot valeur. C'est ça qu'on a mis un hashtag valeur, c'est ce qui ressortait le plus de ce groupe de travail. Alors, une fois qu'on a des valeurs, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on les utilise en interne, on les utilise aussi en externe. En externe, les valeurs font partie quelque part de la culture d'entreprise, de l'ADN de l'entreprise, donc de la marque, la fameuse marque de l'entreprise, la marque employeur. Alors, quand on dit l'extérieur, ça peut être d'un côté les clients, ça peut être d'un autre côté les salariés ou les futurs salariés, c'est-à-dire les candidats. Alors, sur la partie des clients, une fois qu'on a défini des valeurs et qu'on veut vendre les valeurs de l'entreprise, on voulait faire intervenir l'autre Christophe, c'est ça ? Christophe Camaret, puisqu'il a parlé de rapport d'étonnement. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu communiques les valeurs aux clients? Non, c'était une idée de... donc, suite à des visites clients, on leur pose pas les questions, hein, de dire qu'est-ce qu'ils ont ressenti dans la boîte, mais par rapport à ce qu'on a entendu et tout, on se fait entre nous, donc chargé d'affaires, direction commerciale, et moi, lorsqu'on a fait ces visites, tiens, qu'est-ce qu'ils ont ressenti? On leur pose pas la question. Par rapport à ce qu'ils ont exprimé, qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Et donc là, de façon extérieure, on commence à mettre des mots sur ces ressentis extérieurs vécus à travers une visite. Parce qu'ils ressentent, comme on fait des visites et qu'il y a, d'accord, on a une communication commerciale, on présente des points techniques, ils voient aussi nos équipes travailler, on voit de la façon où ils échangent entre eux, de la façon où j'échange avec eux, donc voilà. On met des mots. Sur quelles sont finalement, comment sont perçues les valeurs de l'entreprise.
Voilà. Et c'est pour ça que j'appelais ça rapport d'étonnement, parce que comme on les utilise, nous, sur les nouveaux salariés, après 1 mois ou 2 mois d'arrivée, pour dire, bah, tiens, qu'est-ce que vous avez ressenti? Un point d'exercice. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est la même expression, sauf qu'on ne fait pas l'interview du client. C'est nous qui disons, tiens, si on avait à débriefer ça. Rapport d'étonnement intéressant aussi sur les valeurs. Il y a eu une petite opposition quand on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire, tiens, les intérimaires, on ne peut pas ressentir les choses. Alors, c'est vrai que sur une demi-journée, une journée, non, mais un intérimaire qui passe même qu'une semaine ou 1 mois dans une boîte, c'est souvent très intéressant spontanément ce qu'il peut ressentir. Et là, on peut dégager un peu les choses de terrain. Et merci Christophe. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de s'assurer que les valeurs qu'on a définies sur le papier quelque part pour mettre sur une plaquette de l'entreprise, ça correspond bien à la réalité. Donc à la réalité de ce qui est perçu par les clients, de ce qui est perçu par les salariés qui viennent de rejoindre l'entreprise. Donc c'est une sorte de petite check. Donc vis-à-vis des clients, on en a parlé, et puis vis-à-vis des candidats, ça on pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus important. On a des attentes des salariés de plus en plus fortes. Lorsqu'ils vont choisir leur entreprise, ils vont s'intéresser à leurs valeurs. Et donc comment communiquer autour de ça? On se rappelle qu'il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, on est passé du commercial au marketing, ou plutôt on a complété la fonction commerciale par une nouvelle fonction qui s'appelait le marketing. Comment faire passer les forces de notre entreprise à nos clients et les convaincre qu'on est meilleur que nos concurrents. Et bien aujourd'hui, on a un petit peu le même phénomène au niveau ressources humaines. Lorsqu'on est dans un marché de l'emploi qui est de plus en plus tendu, on l'a vu dans le rapport de synthèse tout à l'heure. Et donc finalement, il faut aller chercher ces candidats. Et pour les convaincre, peut-être qu'on pourrait imaginer demain avoir une nouvelle fonction marketing, sans doute pas le bon terme, mais qui vient s'ajouter au RH pour aller bien chercher les candidats. Donc une fois qu'on a ces valeurs, on arrive à s'en servir pour aller à l'extérieur. Tout ça, ça génère des attentes au niveau des salariés. Attentes, valeurs, c'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose. Et c'est là où on boucle la boucle avec le travail, parce que ces attentes, elles se traduisent concrètement par des façons de travailler, des façons de manager les équipes, où là aussi on constate une grande évolution sur les dernières années. Le monde a changé, donc ça nous oblige à nous remettre en cause sur nos modes de management, sur qu'est-ce qu'on propose aux salariés concrètement. Et là, je vais faire intervenir une dernière personne rapidement pour la conclusion. Très rapidement, parce qu'il y a encore 2 autres groupes et on était déjà très en retard. Donc très rapidement. C'était qui? C'était Marc. La conclusion, ça va être un peu... c'est un peu difficile, mais ce que je voulais dire, c'est par rapport donc aux attentes. On a parlé de jeu collectif, et puis il y a des attentes individuelles de plus en plus affirmées et qui sont quasiment mandatories, obligatoires de la part des candidats, voire des jeunes entrant dans l'entreprise. Et en particulier, ça peut se traduire au niveau de l'organisation personnelle et du temps de travail aussi. Donc, et parfois, surtout le temps de travail. Donc le constat et puis la difficulté pour nous dirigeants, c'est d'arriver à concilier tout cela de façon à répondre aux besoins de l'entreprise et aux besoins de nos clients, et puis de satisfaire ces attentes, donc avec un minimum de cohérence et d'intelligence collective. Donc je suis plutôt moi dans le domaine du constat. Voilà, je n'ai pas forcément d'expérience à donner. On a essayé de mettre en place donc des horaires variables, mais ça c'est pas nouveau. Et puis aussi quand même de limiter, d'avoir une discipline. La discipline, c'est en particulier le week-end, donc pour les jeunes. Donc il y a beaucoup de jeunes ingénieurs qui sont dans des services centraux, management de projet. C'est des gens qu'on arrête difficilement, mais on essaie quand même d'avoir une discipline. Pas de mail le week-end et pas après 22 heures. Et puis il y a d'autres pistes aussi. Merci Marc. Merci à la table. Super. Oui, on peut les applaudir. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de les applaudir. Merci, j'ai changé. On passe à la table suivante. Alors on est vraiment de... Voilà. On avance. Il faut qu'on avance. Alors, c'est Christelle, Hervé. C'est la 2, c'est nous. C'est à vous. Hervé. Donc c'est là. C'est là. C'est là. Voilà. Donc on va faire en 1 minute et 0,4 secondes. Alors, juste une petite précision. Nous, on va le faire différemment. Les nominés, ce sera tout à la fin. Ah, il y a des nominés? Ouais. Bon, d'accord. Table 2, c'était quoi la question? Alors la question, c'était quelle vraie question le digital masque-t-il? Voilà, quelle vraie AIES, question
le digital marketing. On est parti, la table est partie de l'idée qu'on a une numérisation des métiers. Cette numérisation des métiers, qu'on le veuille ou non, entraîne des projets collectifs d'entreprise. Certes, les entreprises ont des niveaux de maturité hétérogènes par rapport à ce phénomène, et les gens à l'intérieur de l'entreprise ont aussi des niveaux de maturité différents. Le premier volet, c'est lié à la performance. Interrogation, digital, plus performant, moins performant. Donc on a toute une série de postes sur le plus performant. Je vais plus vite, je perds moins de temps, je fais moins de tâches inutiles, moins de tâches sans valeur ajoutée, etc. Et puis on a tout un volet sur je perds du temps pour organiser mes données, je perds du temps parce que ça bug, je perds du temps parce que tout le monde, c'est compliqué. Donc on a un double volet. Dans la performance aussi, quand on a des métiers sur lesquels on n'a plus de savoir-faire à disposition, le digital permet éventuellement de remplacer certains métiers. Il ne faudrait pas non plus qu'il les fasse disparaître. Double ambivalence. On est dans la... On a passé ce stade-là. On est dans le digital. On est dans le digital, on travaille avec des ERP, on travaille avec des systèmes de communication. Ces systèmes doivent être robustes. Ces systèmes ont une énorme dépendance à la qualité des données. Ces données, donc c'est la clé, c'est l'importance. Et il se pose la question de la propriété de ces données, de la confidentialité, de la sécurité autour de ces données, lesquelles il faut partager, lesquelles il ne faut pas partager. Surtout quand c'est des objets qui commencent à parler entre eux. Qui appartient à donner deux objets qui parlent entre eux. Voilà. Donc là, on est sur l'entreprise. Et quand on pense rapidité digitale, on peut rebondir, juste ici, sur la relation avec le client. Le client, il est content d'avoir accès rapidement. Donc cette rapidité, cette foison d'informations que laquelle le client peut avoir accès via la digitalisation des données, peut être une bonne chose pour le client. Peut aussi risquer de perdre le contact humain, l'aspect fidélité, l'aspect connaissance, l'aspect conseil. On a quelqu'un qui a dit les clients ils perdent aussi de la compétence. Quand on fabrique des machines spéciales, un client qui vient demander une machine spéciale, il a un cahier des charges précis à partir duquel on peut travailler. Sauf que maintenant, des fois, il ne sait même plus quoi demander. Il ne sait même plus quoi dire pour demander ce dont il a besoin. La notion de client varie aussi avec la digitalisation. Historiquement, quand on était en B2B, on était en B2B. Le client final, on laissait ça au B du milieu. Aujourd'hui, facilement, le B du haut peut accéder aussi du bas. Et on arrive, on rebondit une nouvelle fois, sur les stratégies. Si je change de terrain de fonctionnement, si je change de territoire, quelle stratégie adopter? Comment la mettre en place? Est-ce que mon business model va changer? Mon champ de concurrence va changer, il y a des gens qui vont arriver, mais moi je vais pouvoir aller attaquer ailleurs. Ce qui veut dire que il faut donc poser cette stratégie digitale. Il faut aussi le voir comme un phénomène continu. C'est pas un jour et puis pour 10 ans. C'est pour longtemps. C'est aussi quelque chose d'inéluctable, donc autant surfer dessus et pourquoi pas y prendre du plaisir. On a parlé d'entreprise, de marché, de stratégie. On a juste oublié les gens dans l'entreprise. Les gens dans l'entreprise, leur rapport à l'entreprise, leur communication interne dans l'entreprise devient différente. La façon de travailler, le rapport aux machines est aussi différent. On ne fait plus du copeau sur un tour de la même façon qu'avant. On a des gens qui vont suivre, qui vont être moteurs, qui vont y trouver l'intérêt. Il faut faire attention aussi à ne pas laisser sur le bord de la route ceux qui ont un peu plus de difficultés avec ce mode ces outils, ce mode de communication. C'est ce qui a été retranscrit de ce côté-là. Christelle, j'ai besoin de ton aide.
Oui, après le lien avec... Donc là, effectivement, la question de qui prend le pouvoir, Voilà. on ne l'a pas mentionné. Question qui a été effectivement mentionnée à plusieurs endroits. Risque de perte de souveraineté sur les données. Qui prend le pouvoir dans l'entreprise? Est-ce que c'est l'informaticien ou est-ce que c'est le conducteur de machine? On peut retranscrire aussi la question, la notion de pouvoir change-t-elle? Est-ce qu'il y a forcément un des deux qui doit prendre la préséance sur l'autre et le travail ensemble et la création de valeur ajoutée ensemble Ce qui nous amène à la place pour tout le monde. Alors, oui. La place pour tout le monde. Vous trouvez dans le monde du digital une place pour toutes les compétences, toutes les personnalités, toutes les valeurs. On a rebondi sur la deuxième table, toc toc. Avec des phénomènes les plus visibles, la cobotique, la fabrication additive, qui sont vraiment des nouveaux métiers, des nouvelles spécialités, l'intelligence artificielle, qui nous permet d'appréhender l'apprentissage, par exemple, auprès de nos machines, auprès de nos outils, de façon différente. Voilà. Avec juste le lien aussi, la question centrale peut-être aussi, c'est de savoir le digital, oui, mais pourquoi, quels sont les vrais services d'usage, et qui a amené aussi, cette question-là a amené aussi une autre question qui est, ok, mais quid de l'environnement? On l'a dit tout à l'heure, Benoît l'a dit tout à l'heure, plus on va partir sur du digital, des objets connectés, etc., plus on va accroître la consommation énergétique et avoir un impact sur l'environnement. On a dérivé de 1,04 à 1,82. Et est-ce que j'ai le droit d'avoir des nominés quand même? Allez, rapidement, parce que donc justement ceux qui étaient avec moi au dernier tour, je leur ai demandé de réagir sur quand même quels étaient les points essentiels qui ressortaient pour eux. Donc on m'a cité la vitesse et le fait que c'est compliqué, tout bouge tellement vite et qu'à peine on s'est approprié quelque chose qu'on a l'impression d'être largué. Donc peut-être que Vincent, tu étais un de ceux qui a fait cette remarque-là. Non, mais j'avoue, je peux parler beaucoup de vitesse. Ça fait un peu peur, digital quelque part, parce qu'on a l'impression qu'il faut plus vite, aussi bien chiffré qu'à fabriquer après derrière. Donc il y a des risques. On se pose des questions, des salariés qui peuvent faire un burn-out à un moment. On a parlé aussi des connexions, mais dans votre atelier, mais on pourrait même le mettre ici, dans cet atelier-là. Voilà, je pense qu'il faut rester vigilant et puis bien penser à la formation des personnes également. Merci. On m'a parlé aussi de à quoi ça sert, c'est quand même la question centrale, donc donner du sens, donner de la place à l'humain. Donc Michael Tidou, si tu es là-bas. Oui, c'était juste une question pour finir l'atelier. En effet, digitalisation, ça va vite, on consomme des données, voilà, mais au final, l'humain, c'est plus une question que quelqu'un fait, c'est où c'est qu'on le place au milieu de tout ça, quoi, voilà, quel est son rôle, comment ça se transforme, quelles sont nos relations humaines au sein de l'entreprise, comment elles évoluent et comment elles vont évoluer, quoi, voilà. Et je vais juste finir par Benoît, tu as une question un petit peu hors du commun. Moi, j'ai juste posé la question, et si ça s'arrête, ou si on doit revenir en arrière. Voilà, donc nous, on n'apporte pas de réponse, on apporte que des questions. Bon, on verra si on donne suite à ces questions sous forme de groupe exploratoire à suivre. Merci pour le groupe 2. Bravo pour cette constitution. Et bien maintenant, le groupe 3. Donc Vincent, Stéphanie, Cyril. La question à laquelle on a essayé de répondre, c'est quels sont mes territoires, quels sont mes terrains de jeu? Plusieurs territoires. On a créé plusieurs blocs. Le premier bloc, là où il y a le plus de post-it, c'est la géographie, le local, la région, mondiale, la Chine à l'intérieur. Voilà. Bon, bien sûr, il y a les différents blocs, mais il y a beaucoup d'interactions entre chaque bloc, c'est évident. Un autre bloc sur la stratégie, avec les notions de RSE. Les RSE, il y a un côté local, mais il y a un côté aussi marché, qui est important. Les stratégies, voilà, parce que certains donneurs d'ordre le réclament. Il y a un côté marché également,
marché. Il y a un côté coopération sur le marché, la French Fab, énergie, robotique, usage. Juste peut-être Côté individuel. Un micro. Excusez-moi, juste en complément par rapport au marché, effectivement, ce qui avait été dit aussi, c'est qu'il y avait l'offre, mais il y a aussi tout le développement autour de l'offre de produits, mais le service. Donc c'est ça aussi un point important par rapport à cet aspect terrain de jeu, c'est que les terrains de jeu évoluent et on est aujourd'hui à besoin de développer du service. Ok. Ouais, juste pour guider, en fait il y a un post-it qu'on a regardé, c'est Étienne qu'au début nous a bien guidé sur toute la table. C'est qu'effectivement, juste pour préciser tes propos, les terrains de jeu territoire, c'était un peu mélangé. Il y en avait des géographiques, il y en avait des par rapport au marché, il y en avait par rapport aux métiers compétences, il y en avait par rapport aux technologies qu'on met dans nos produits ou dans notre sous-traitance. Et ce post-it nous a dirigés pendant tous les travaux. Et on y a rajouté après aussi la notion de temporalité, la notion de ressources humaines. Et la stratégie, si ça voulait venir, ça revenait tout le temps, c'était la stratégie ou le radar ou l'alignement de ma stratégie avec ma vision. C'était l'outil obligatoire, enfin vous le savez, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais qui était nécessaire dans ce terrain de jeu territoire qui est gigantesque, qui est limite matriciel, parce que vous avez 4, voire 5, 6 axes qui sont sur soit votre département, soit le monde entier, même qui parlent de nous et le reste du monde. ROW, j'ai compris qu'après, Marc, moi je suis française. Voilà, c'était juste pour préciser, Vincent. Après, tu voulais peut-être rajouter, parler plus tard. Ouais, non, mais ce que j'avais apprécié, moi, c'est qu'on a beaucoup parlé réseau également. Il y a un infosite où il y a tous les réseaux qui ont été notés. Et les réseaux locaux, et les réseaux plutôt plus étendus, métiers, marché. Et donc il y a des interactions fortes entre le côté local et marché plutôt étendu. Et dans le réseau, vas-y. Et sur la partie réseau aussi, ce qui est ressorti, c'est effectivement, enfin, je reprends une marche en fait sur le terrain de jeu, c'est aussi le cadre personnel. C'est aussi chacun va peut-être mettre ses propres limites. Et puis également par rapport au donc c'est là où oui. J'ai rangé ton nom, Christophe. Non, oui c'est ça. Tu nous as fait le petit schéma. On voulait juste te demander justement. Ouais. Thierry. Tu veux que j'explique ça ? Oui, mais c'était en fait, l'idée de départ, c'est de dire qu'on n'a pas forcément tous les mêmes territoires, ou limites de jeu, qu'on soit salarié, entreprise, dirigeant, réseau et autres, et que l'interaction qu'on nous demandait la question, en fait, c'était les points communs dans tous ces types de territoires. Et que ce que j'ai dit aussi, c'est qu'il fallait peut-être admettre et comprendre qu'on n'a pas besoin de comprendre l'autre, forcément. C'est-à-dire que la zone commune, on la comprend, l'autre zone, on la comprend pas forcément, et on a peut-être le droit d'admettre ça. Voilà, c'était tout. C'était ça ? Merci Christophe. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Oui, il y avait aussi 2 autres pavés qui sont mis un peu plus sur le tard. C'était pas au début de l'atelier, un peu plus tard, sur le côté RH, attractivité de l'entreprise, accepter la mobilité des salariés. Et là, il y a eu effectivement, il y a eu un débat avec Christophe et Patrice. Ça a amené une question. Je vous fais pas témoigner comme ça, c'est plus simple, plus rapide. c'est que on regarde certains pays où la mobilité n'est pas du tout un problème, donc ça donne envie. Hein, on peut imaginer États-Unis, Allemagne. Et puis chez nous, c'est vrai que des salariés sont très attachés à leur territoire. Alors, soit on le voit comme un problème, on essaye de les bousculer, soit c'était la conclusion de cet échange. C'est peut-être une force et il faut trouver en quoi c'est une force. Donc voilà, je transcris bien vos échanges. Très bien. C'est plus court pour Nadine. D'accord.
Il y avait le dernier pavé aussi. D'assumer l'immobilisme. Il y a un post-it. Comment rendre l'immobilisme en force. Il y a la notion de temporalité, le rythme et la vitesse, là encore, qui revient. Hein, les choses vont de plus en plus vite sur nos territoires et sur nos marchés. Et alors, en conclusion, on avait une petite anecdote. Là, c'est Jean-Marc Gebon qui est venu sur le terrain de jeu. L'ours et le crocodile. Oui, moi le thème a tout de suite évoqué dans ma tête cette devinette, effectivement. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'ours et du crocodile. Donc c'est une petite devinette. Lorsqu'un ours et un crocodile se battent, lequel des deux va gagner? Bon, la réponse là est évidente parce que le thème nous donne la réponse, mais donc il s'agit du territoire. En fait, ça dépend du territoire sur lequel on se place. L'ours sera plus mobile et meilleur sur un terrain ferme, alors que le crocodile dans l'eau va toujours ou souvent gagner. Voilà. Donc c'était juste pour dire, des territoires, il y en a autant que d'acteurs ou d'interlocuteurs qu'on peut avoir en face de nous. Il y a des territoires clients, il y a des territoires salariés, il y a des territoires banquiers, assureurs, fournisseurs, etc. Donc les territoires sont nombreux. Et tu as rajouté que, comme ça me ramène au thème que tu voulais que je dise, l'attractivité, c'est comment attirer ce client, ce salarié, ce partenaire, ce banquier dans mon terrain de jeu, sans le brider non plus. Voilà. Et du coup, j'ai dit à Claudine, mais si, regarde, c'est là l'attractivité, tu cherchais. Et l'autre conclusion... L'autre conclusion, c'est... On l'a déjà dit. Non, on l'a dit. Merci d'avoir joué le jeu et merci effectivement pour ces restitutions très riches.